Ça se présente un petit peu sous forme de journal. Donc on a grosso modo une demi-heure de lecture. Peut-être, ou si, enfin je verrai un petit peu, il est possible qu'à un moment donné, après 25 minutes, peut-être je m'arrête, je garde 5 minutes si quelqu'un veut faire une intervention, ou même à un moment donné, si vous sentez un besoin irrépressible de dire quelque chose, on est en petit comité, donc n'ayez pas peur. Quoi. 22 août. J'ai hésité à lui envoyer un coup de poing. Mon bras s'est raidi, dur comme une baramine. Le garçon en face de moi avait un visage blanc et des cheveux noirs qui partaient par mèches dans tous les sens. Jamais personne ne m'a traité de pauvre type. J'ai imaginé mon poing comme un éperon aller s'enfoncer dans la chair de cette tête indolente et parfumée, tout en sachant que je ne frapperais pas. L'insulter, le menacer, oui, cela j'aurais pu le faire, cela je sais. Je trouve sans peine des sobriquets pour offenser mes semblables, pour réduire une personne à un surnom qui lui collera aux tempes et aux fesses. Face au jeune homme, je suis demeuré bouche en berne. Ce qui m'a démuni, c'est que dans l'insulte, il n'y avait aucune malveillance, aucune agressivité. Le jeune homme m'a traité de pauvre type avec une voix lisse, neutre, une voix que nulle hargne n'agite. Ce que le jeune homme disait s'apparentait à un constat, dit sur le même ton que s'il avait voulu, par exemple, informer un client que le magasin fermait à 20h ou qu'une pièce était tombée de mon porte-monnaie. La phrase avait la clarté d'une certification, quelque chose que l'on accepte, comme on accepte qu'une rose ait des épines ou que l'herbe ne soit pas bleue. Ce pauvre type avait la brutalité d'une évidence. Moi, si je vais au supermarché, ce n'est pas pour faire de la figuration, c'est pour remplir le garde-manger, de la réserve pour 2 ou 3 semaines, du lourd plein le chariot. À la caisse du magasin, j'avais 2 clients devant et 2 derrière. Le caddie débordait de marchandises. Je n'ai pas prêté attention à ce que le jeune homme disait en remontant la file, à peine si je l'ai remarqué. Il s'est glissé jusqu'à ma hauteur, il a montré le litre de jus d'orange qu'il tenait et il a dit « Vous permettez ?» Il avait déjà gagné 2 places, voulait en gagner 2 autres. Je l'ai observé avec attention et j'ai bouché l'espace de tout mon corps. J'aurais pu ne pas le faire. Combien de fois j'ai laissé ma place à une personne âgée ou à une jeune mère qui n'avait au fond de son panier que 2 ou 3 babioles. Cette fois-ci, j'ai fermé le passage par instinct et c'est à ce moment précis que le pauvre type a raisonné. S'il y avait eu dans la voix du jeune homme non pas de la haine, mais ne serait-ce que la moindre colère, un filament de rage ou un goût de vengeance, personne ne lui aurait accordé la moindre attention. Mais là, avec ce ton paisible, avec cette aisance aimable, le jeune homme se situait dans un autre espace, une sphère qui désarme et jette à terre. La caissière, les clients, tous ceux qui, comme moi, avaient entendu, donnaient raison au jeune homme. Inutile de vouloir répondre ou argumenter, inutile de songer à une parade. Le jeune homme avait prononcé un verdict sans appel. J'étais un pauvre type. Quand mon tour est arrivé, j'ai déposé mes achats sur le tapis, j'ai rempli comme je le pouvais les 3 sacs à provisions et j'ai payé. J'ai réussi à donner le change, c'est-à-dire à ne pas laisser transparaître mes sentiments. J'ai marché jusqu'au parking en poussant mon caddie comme un homme libre qui se fout de la terre entière. Mais dès que j'ai fait démarrer la voiture en regardant, qui se balance à chaque virage au bout d'une chaînette métallique, la photographie de toute la famille en train de se livrer à un concours de grimaces, j'ai compris qu'il était trop tard et que j'aurais dû lui bouffer la langue. 7 septembre. L'ornement de mes jours, le jardin suspendu de mes soirs, celui dont je refuse de me séparer plus de 2 semaines quand les grandes vacances arrivent, c'est mon tapis de course. Ne rien vouloir d'autre. Seul Bernard peut comprendre le plaisir que procure le tapis de course, la douleur glorieuse qui traverse le sang et les muscles, la jouissance de roi quand, au prix de l'effort, des démangeaisons foulent le cœur, zèbrent le dos. Une longue fréquentation du tapis de course est indispensable pour saisir comment la résistance morale amène dans le corps cette souffrance saine, la chair cinglée,
par toutes sortes de sensations qui font zigzaguer entre extase et désespoir. Le tapis de course est une invention divine qui est là quand on l'appelle, qui sauve l'homme et l'extirpe de tout sentimentalisme et de toute pleurnicherie. Le mien est le plus sophistiqué et le plus cher que l'on puisse acquérir. Il possède un moteur puissant qui permet de dépasser les 18 km à l'heure. Il a un revêtement très confortable, constitué de lamelles qui absorbent les chocs. Il a une plage de programmation précise, il a une bande de roulement inclinable jusqu'à 12%. Il a un cardiofréquence-mètre qui permet de connaître en tout temps sa fréquence cardiaque. Dans mon bureau, à torse nu, le cardiofréquence-mètre attaché autour du thorax, c'est assez difficile à expliquer, je m'agrandis. Je crois jusqu'à l'épuisement, je flambe, je me laisse pénétrer par la souffrance, je me dilue dans une sueur sainte. Mon souffle tonne contre mes tempes, les os de mon crâne se durcissent comme des barres métalliques, mes poumons, mes veines, mes nerfs, mes testicules, mes globes oculaires me chérissent des blessures et des peines endurées. Le mal me transporte. Le léger grincement que produit le tapis de course est un bruit qui m'est plus cher que tous les poèmes guerriers de la création. Je cours sur une vague fiévreuse d'où j'en vois dinguer l'univers. Ma sueur mitraille le monde. Ma salive rageuse crève les armées. Rien ne résiste. À bout de souffle, je regarde mes mains rouges et je répète une phrase tirée de mon petit panthéon privé. Gare, oui, j'explique juste, ce bonhomme en fait lit beaucoup, vous en rendrez peut-être compte, et puis en fait il va toujours piocher dans ses lectures juste une petite phrase qu'il inscrit dans un carnet, qu'il appelle son petit panthéon privé. Voilà, et qu'il utilise souvent un peu comme des flèches contre les autres, souvent, enfin, c'est l'occasion de voir. Donc il dit, à bout de souffle, je regarde mes mains rouges et je répète une phrase tirée de mon petit panthéon privé. Gare à ceux qui ne pratiquent pas leur propre pureté avec férocité. L'heure écoulée, je consulte les mètres parcourus, les calories dépensées, et je m'effondre. Couché sur le sol, la bouche ouverte, la main posée sur le cœur, j'attends. Revenir à la vie normale. Ma femme sait l'importance du tapis de course. À son propos, elle ne prendrait pas le risque d'une plaisanterie. Bernard aussi possède le sien. Chaque jour de l'année, tout comme moi, il piétine sous ses semelles 15 à 17 km en une heure de voluptueuse affliction. Cette passion commune suffit à ce que je lui pardonne ses quelques défauts. Le tapis de course et le secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque ont créé, entre Bernard et moi, l'entente. Il ne faudrait pas que Yanis et ses arpèges marchent sur une autre trajectoire. Il importe que nous soyons unis. 9 septembre. Demain, cela fera 10 ans que je serai le responsable du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque. Ce secteur est le plus prestigieux et le plus important. Je n'ai de compte à rendre à personne, hormis aux 3 membres de la direction qui ont toute confiance en moi. Je remplis mes tâches avec sérieux, efficacité, et je m'arrange pour que cela se dise. Depuis 10 ans, aucun utilisateur ne s'est plaint du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque. Les membres de la direction le savent et m'en félicitent. On ne peut pas en dire autant de tous les secteurs. Certains sont défaillants, mal organisés, suscitent de la grogne, même de l'exaspération. Ma place, je l'ai occupée sans jamais la revendiquer, en m'appuyant avec discrétion sur la tête des autres. C'est ainsi qu'on respire le mieux. Mettre la théorie en pratique, c'est une autre affaire, qui demande du soin, de la ruse. Je m'y suis employé avec un naturel certain. Ce qui gêne, je les poussette. Si je travaille avec ardeur, avec conscience, quand l'occasion de le rappeler m'est donnée, j'en profite, sans ostentation. Je sais quelle trappe ouvrir et quel souffle asséner. Aux yeux de la direction de la grande bibliothèque, je suis devenu consubstantiel à la bonne réussite du secteur littérature et philosophie. Si souvent je me plains des difficultés de ce poste, si j'affirme à qui veut l'entendre que la place ne m'est pas réservée, que je ne jouis d'aucun passe-droit, que mon titre de responsable se renouvelle d'année en année, qui oserait sérieusement me le contester? Il est arrivé que 2 ou 3 jeunes bibliothécaires aux dents longues aient fait mine de s'approcher. Un en particulier m'a donné du fil à retordre, une sorte de dandy mou, capable de déclarer avec nonchalance des propos pleins de hardiesse. J'ai su gagner petit à petit sa confiance. Après lui avoir dépeint en long et en large les difficultés de ma fonction,
les sacrifices requis, les heures consacrées, les compétences hors du commun dont n'hérite pas qui veut pour y faire face, je l'ai encouragé à tenter sa chance, lui confessant que je serais véritablement soulagé si quelqu'un avait les épaules assez solides pour me relayer. Le dandy a fait volte-face. Sur mes terres, les aspirations des novices fondent comme beurre au soleil. À mon poste, je reste sans rival. Bah, c'est pas un personnage très agréable, hein. Vous en rendre compte. 15 novembre. Ce matin, en m'arrêtant sur l'autoroute pour mettre de l'essence, la femme occupée à la colonne d'en face m'a salué d'un air entendu, une figure farcie de bonnes intentions. Je lui ai dit bonjour. Tandis que je respirais l'odeur de la benzine, à peine avais-je tourné la tête vers la femme qu'elle m'a souri encore, avec insistance, comme si un millier de miracles venaient de se produire. Mes doigts se sont crispés sur le pistolet de distribution. Elle me rappelait quelqu'un. Que m'importait de mettre un nom sur ce visage, de me rappeler clairement les circonstances où je l'avais rencontré. Il ne tenait qu'à moi de ne pas le faire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tourner une nouvelle fois la tête vers la femme. Le même sourire m'a accueilli. La douceur irrite. Pire que de m'agacer, ce sourire me mettait dans un début de colère, parce qu'il y a quelque chose d'écœurant à se sentir épié. Être un spectre pour effrayer cette femme, un fauve pour dépecer sa bouche. Les 2 ou 3 fois supplémentaires où j'ai lorgné dans sa direction, tout s'est déroulé à l'identique. Quand enfin elle est partie régler sa note, j'ai pris soin d'attendre 5 grosses minutes à laver les vitres, à gratter avec passion des restes d'insectes fossilisés dans le vitrage. Mais soit qu'elle ait traîné entre les rayons de la petite épicerie, soit qu'elle soit passée aux toilettes, soit pire encore qu'elle m'ait sciemment attendu, à peine étais-je entré pour payer mon plein d'essence qu'elle était juste là, me frôlant presque, son souffle à quelques centimètres de ma nuque. Je suis parvenu à contrôler ma volonté, c'est-à-dire à ne pas risquer le moindre déplacement de l'œil gauche ou de l'œil droit dans la direction de la femme. Mais dès que je me suis retourné pour sortir, comme si ce moment était l'apothéose de sa puissance et de la stupidité, elle n'a pas manqué de me dire au revoir, d'une voix enthousiaste et pointue, comme un proche. Cette fois-ci, je n'ai rien répondu. J'ai gardé un silence hargneux, retenant les malédictions qui moussaient sous ma langue. Durant tout le trajet, jusqu'à la grande bibliothèque, il s'est passé exactement le contraire de ce que j'aurais voulu. Non seulement je ne parvenais pas à effacer le visage, mais ce dernier exigeait d'être reconnu. Je connaissais cette femme, j'en étais persuadé. Tant que je n'aurais pas trouvé qui elle était, la paix ne reviendrait pas. Souvenir d'enfance? Non. Dans ce cas, elle m'aurait interpellé. C'est toujours ainsi qu'ont lieu les retrouvailles quand on croise un vieux camarade d'école, même celui qu'on déteste le plus et qui ne compte pour rien. Souvenir d'études? Je ne voyais pas. Connaissance professionnelle? Peu probable. Une voisine peut-être. Ou alors une lectrice. Une de ces femmes à la peau grise et au corps en peluche qui s'enchaînent une journée entière à un essai auquel elle fait mine de comprendre quelque chose? Non. Ces vieilles-là, quel que soit leur âge, ne saluent personne, sourient moins encore. Peut-être la mère d'un copain de Grégoire ou de Gustave, ces 2 enfants. Oui, ce pouvait être cela. Je me suis rassuré en me disant que d'ici peu, mon travail agirait comme de l'éther, me sortirait de la tête ce visage bouffi de bienveillance. Et c'est bien cela qui a eu lieu. À peine installé à mon bureau, j'ai pu éloigner la femme de la station-service, oublier son sourire. Sans me lasser une seconde, j'ai imprimé des fiches et des fiches. Je veux que les rayonnages se remplissent, ceux du libre accès et ceux qui sont en sous-sol, ceux des combles et ceux qui sont dans les réserves. Nous devons impressionner les autres bibliothèques. La quantité importe. Le week-end dernier, j'ai écrasé 4 livres, 2 gros et 2 maigres, sans interruption, comme des mouches. Et j'ai enrichi mon petit panthéon privé de 5 citations, dont celle-ci qui m'a presque convaincu un instant d'effacer mes enregistrements et de me taire. La vérité, il faut bien le dire, est intolérable. L'homme n'est pas fait pour la soutenir. Aussi l'évite-t-il comme la peste. Qu'est-ce que la vérité? Ce qui n'aide pas à vivre. Elle est tout le contraire d'un appui. Elle ne sert donc à rien, sinon à nous mettre dans un équilibre instable, propice à toutes les formes de vertige. Seul le tapis de course m'a extirpé 2 fois 1 heure de ma lecture, 17 km samedi et 17 km 500 dimanche. Je veux que le secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque soit le plus fourni, le plus volumineux. J'y ai travaillé toute la matinée, à justifier en quelques mots des commandes surnuméraires. Et puis à midi, en arrivant à la caisse de la cafétéria, où chaque jour de la semaine, je mange le plat du jour,
Au moment de payer, quand j'ai tendu l'argent à la caissière, je suis tombé sur le visage. La femme de la station-service n'était autre que celle qui, 5 fois par semaine, encaisse le prix de mon assiette. Comment ai-je pu ne pas la reconnaître? Je m'en veux, me serais damné. Elle m'a considéré avec une sorte de pardon qui engloutit. J'aurais dû m'excuser, parler de distraction, de tête ailleurs. Au lieu de cela, sans remercier et sans laisser de pourboire, j'ai tourné la tête, mâchonnant ma rogne et mon dégoût du monde. Pas plus sympathique, hein? Hein? Oui, on va peut-être s'y confronter, quoi. Il a 2 amis, même. Attendez, où vais-je? « 22 novembre. Bernard et moi sommes de la même tribu. Nous avons sauté d'un point à un autre à la même vitesse, avons connu les mêmes renoncements, accepté les mêmes sacrifices, nous savons le prix de l'effort, comment contrôler nos désirs, les réduire en poudre. À l'aide de nos pics et de nos mous, nous classons les individus à l'intérieur de tabelles, nous les ramenons à quelques mots, à une formule, et c'est là que nous lâchons notre exubérance dans ce qui étouffe, ratatine. Nous soupirons de supériorité devant ceux qui ne comprennent ni notre esprit ni nos bons mots. L'esprit fin est notre force. Nous aimons railler les travers qui perdurent au sein de la grande bibliothèque, mais pour rien au monde, nous ne voudrions partir ailleurs. Et si nous nous tardons de notre intelligence, nous nous méfions des corps trop souples, ceux qui dansent et se cabrent, ceux qui chantent et filent comme des hirondelles. Bernard et moi possédons un tapis de course pour nous rappeler chaque jour que la jouissance est une chose complexe. Nos affinités, c'est de tout cela qu'elles s'abreuvent, attelées les unes aux autres comme les chevaux de labour, unis comme les lanières d'un même fouet. Qu'est-ce qui me retient à Yanis? On dirait qu'il ne brime aucun des plaisirs qui s'offrent à lui. Il ne se sent coupable de rien. Il agit avec la légèreté des voyous qui fument des cigarettes sur les toits et crachent leur fumée contre les étoiles. Yanis vit seul au dernier étage d'un immeuble, en paix dans son golfe d'ombre, mais il a de nombreuses compagnes. Il m'est arrivé de le surprendre sur un trottoir avec une femme au bras, rarement la même. Il dépense son argent au café, au concert, au cinéma, en voyage ou en cadeau. Le présent lui suffit. On dirait qu'il cherche à éviter les contraintes, qu'il avance dans la vie comme si personne ne pouvait l'opprimer. On dirait qu'il n'attend rien en retour de ce qu'il donne. J'essaie de ne pas trop barbouiller la candeur de Yanis, mais il y a de l'insolence dans sa désinvolture. Heureusement, quand nous nous retrouvons avec Bernard, Yanis se plaît à nous entendre jubiler dès qu'il s'agit de passer au peigne fin le monde de la grande bibliothèque, celui-là même que nous rêvons parfois de voir disparaître, anéanti sous nos brouettés de sarcasme. Yanis aussi prend la parole. Il se mêle à nous, mais comme s'il ne s'agissait que d'un jeu, un passe-temps identique à tant d'autres. Les reproches de Yanis sont dépourvus de férocité, ses condamnations toujours amusées. S'il jure, c'est en vain. Ce qu'il abat, il le relève. Il a le venin doux, la colère sucrée. Et en cas de désaccord, pas une fois il n'a jugé nécessaire d'imposer son avis ou d'avoir le dernier mot, comme si rien de cela n'était vraiment grave, sûr qu'il est de posséder une place ailleurs, sous un soleil éblouissant, à nous inconnus. Yanis écrit sa musique sans se lasser de ses notes et de ses portées. La musique n'est pas notre terreau. Sur ce sujet, Yanis ne doit pas rabâcher sa joie. La jouissance des autres importune. Leur volupté fatigue. Si je le blâme, Yanis sourit, comme si les mauvais instincts lui étaient inconnus. Et il s'en va, indifférent, sifflotant un air nouveau que je refuse d'entendre. Il ne faut pas que les notes l'inondent. Il ne faut pas que les contrepoints l'égarent. Jamais je ne manque d'informer Yanis du nombre de mes lectures. Je regarde un petit peu, ouais, je vais peut-être sauter celle-là. « 28 janvier. Chaque dernier vendredi du mois, avant de m'engager sur l'autoroute, je m'arrête dans un tunnel de lavage. Que la voiture soit propre, ma femme y tient. D'abord, j'ai refusé, à cause de ce qu'il y a là de si commun, de si populaire. Et puis, devant la détermination de ma femme, j'ai accepté. Pourquoi subir une bataille d'arguments? Le tunnel de lavage est vite devenu un privilège.
Je connais avec exactitude le déroulement de chaque étape dès que la voiture franchit l'arc de lavage. Ce que je préfère, c'est fermer les yeux et écouter les bruits. Ceux du prélavage à haute pression, ceux des brosses verticales et de la brosse horizontale, ceux des brosses rotatives qui nettoient les roues, ceux des buses qui giclent sous le châssis, ceux sifflant dès que la voiture passe l'arc de rinçage pour profiter du turbo-ventilateur qui sèche mieux que 1000 sèche-cheveux. J'ai dû y aller quelquefois. Durant les 3 minutes et 35 secondes que dure l'opération, c'est comme si je m'absentais de moi-même. Je retiens mon souffle et le temps disparaît. Dans mon petit panthéon privé, j'ai inscrit cette phrase. Chacun a très peu à exprimer et la somme de toute une vie de pensées et de sentiments tient parfois tout entière dans un poème de 8 vers. Si un jour je peux mettre la main sur ces 8 vers, cela aura lieu dans le tunnel de lavage. Quand j'y pénètre, je sais qu'un mois s'est écoulé. Le tunnel de lavage est devenu mon horloge, ma clepsydre. À 20 ans, je voyais celui que je serais à 30 ans, et je ne me suis pas trompé. À 30 ans, je voyais celui que je serais à 40 ans, et je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, je vois distinctement celui que je serai à 50 ans, à 60 ans, et je suis certain de ne pas me tromper. Entre l'image et la réalité, il y a la place pour un fil. L'absence d'inattendu et de surprise est le meilleur remède à l'angoisse et à la peur. De tout savoir est divin. Pas besoin d'être à l'affût ou aux aguets. On accomplit son métier de vivre sans se polluer l'esprit, sans se bonimenter avec je ne sais quel espoir ou quelle foutaise. Je n'oublie pas que le jeune homme du supermarché est venu salir un territoire où tout tient à sa place, où je peux fixer d'un œil serein le passé et l'avenir, un territoire que j'ai moi-même construit et fortifié. J'aurais dû lui faire la peau. À moins qu'il me faille accepter. Sans le jeune homme, je ne parlerai pas. Peut-être que tous ces mots vont trouver leur raison, colorer mon être muet. Et j'en arrive à la femme. Ça va pas être le meilleur. 20 février. Avec ma femme, on ne se touche pas beaucoup. Ni son corps ne m'attire, ni le mien ne lui plaît. Chacun s'endort de son côté, et pas de contact entre nous, comme si un rideau de plomb partageait l'espace. Elle regarde vers l'ouest, et moi vers l'est. Notre manque de désir est réciproque. Aucun fantasme ne trotte dans nos têtes. Nous ne nous reprochons rien. Pas de pommes pourries entre nous, pas de pensée amère. Une fois par mois, c'est elle qui donne le signal. Avec son orteil, elle gratte un de mes mollets, abolit la ligne de partage. Je cède à la demande, par sagesse et par respect, parce que la femme qui est à côté de moi est ma femme, parce que l'imagination stimule assez d'envie pour que tout reste possible, parce que j'ai en horreur les complications. La peau de ma femme n'est ni blanche, ni brune, jaune plutôt. Je la caresse un peu, je pose mes doigts sur ses seins, je parcours la chair entre les côtes. Les doigts de ma femme me triturent la peau des épaules et je m'aplatis sur elle. Je me laisse aller dans son ventre sans trop d'effort, sans trop de sueur. Mon sexe sent pour ce qu'il faut. Nous laissons la nature faire son travail. Nous frissonnons raisonnablement sous les hoquets de l'union. Sans parole et sans brusquerie, nous nous détachons. Tout cela ne prend guère plus de quelques minutes. Si nos accouplements sont réguliers, ils n'ont tout de même pas la constance des rendez-vous du vendredi quand je pénètre à l'intérieur du tunnel de lavage. Ces rendez-vous-là, rien ne saurait les contrarier. Le prochain est fixé pour dans 4 jours. La voiture en a besoin, à cause de la tempête de la nuit dernière. Aujourd'hui, le temps est radieux. Je roule sur une des plus belles routes du monde. Je vis dans un des plus beaux pays du monde. Je n'ai rien à craindre. J'ai des assurances sociales performantes. Je risque peut-être de grossir de 2 ou 3 kilos. J'ai de l'argent sur un compte en banque. J'ai un taux de cholestérol idéal. Je n'envie personne. J'ai un taux hypothécaire favorable. Je fauche ce qui m'importune. Depuis 10 ans, je suis responsable du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque. J'ai une prime à la fin de chaque année. Dans moins d'une demi-heure, je serai sur mon tapis de course. Le cardio-fréquence-mètre, dernier cri attaché autour de mon thorax. Je pourrais courir comme il le faut, méthodiquement, passionnément. J'ai atteint un équilibre élevé et je sais comment m'arranger avec ce qui pourrait me froisser avec moi-même. J'ai seulement un compte à régler, un seul, le jeune homme du supermarché, celui qui a osé me provoquer en public. À cela, j'y pense encore. Et quand elle se présentera, et je ne doute pas qu'elle se présentera, je ne raterai pas l'occasion. Redresser mes torts, voilà qui me démange,
me fouette le sang. J'ai le temps d'un dernier petit texte ou bien ça va vous... Ok, voilà, il est court. C'est celui qui suit. 22 février. À la grande bibliothèque, si j'entends prononcer le nom d'un écrivain ou d'un philosophe, ou encore celui d'un peintre, si j'entends le nom tout court, uniquement le patronyme, même si je ne participe pas à la conversation, même si je ne fais que passer par là, je précise, c'est-à-dire que j'ajoute aussitôt au nom le prénom de l'homme ou de la femme plus ou moins illustre, parce que je ne supporte pas qu'on omette le prénom. Je déteste qu'on se croie autorisé à dire, par exemple, Laclos et rien d'autre, immédiatement sur un ton hautain, avec la moue dégoûtée de celui qui connaît les parfums et qu'on aurait forcé à humer des miasmes, je dis Pierre Choderlos de Laclos. Je tiens à ces précisions comme un honneur, une marque de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui les méritent. Char, Nerval, Céline, Rimbaud, Hegel, Borges, Claudel, Gentileschi, Heidegger, Spinoza n'existent pas. Seuls René Char, Gérard de Nerval, Louis-Ferdinand Céline, Arthur Rimbaud, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jorge Luis Borges, Paul Claudel, Artemisia, Gentileschi, Martin, Heidegger, Baruch, Spinoza existent. Avec certains, je sais même me montrer plus précis encore. Par exemple, je ne parle jamais de Vermeer, mais toujours de Jan Vermeer van Delft. J'articule les noms étrangers avec la prononciation adéquate, la seule qui convienne. Et quand il s'agit d'auteurs contemporains, sans déroger à mes principes, j'use de la même précision. Je sais toujours les noms et prénoms de l'auteur, les titres de ses ouvrages, et quand je les ai lus, le nombre de pages que les livres contiennent. De ces chiffres et de ces titres, je me régale parce qu'ils m'offrent des vertiges victorieux, me mettent en contact avec l'infini. Cette exactitude et cette connaissance me valent, au sein de la grande bibliothèque, une dose non négligeable de respect, de crainte. L'année prochaine, le budget d'acquisition de livres pour le secteur littérature et philosophie ne sera pas diminué. Malgré une conjoncture plus favorable, malgré les pressions des autres secteurs, ce sera le statu quo. Une réussite, une aubaine. Je me demande qui réalise que ces résultats glorieux, on les doit avant tout aux démarches toujours renouvelées du responsable en chef du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque. La seule personne qui ne s'agite pas en vain, mais trouve au bon moment les arguments adéquats et les formulations heureuses pour convaincre ceux qui doivent l'être. Mes motifs de fierté, je ne les étale pas sur la place publique. Dans mon bureau, je ne remplace pas les fenêtres par des miroirs. De mes réussites, j'en cause uniquement avec Bernard et avec Yanis. La direction n'est pas dupe. La direction connaît la valeur de ses employés. Voilà. Voilà, donc on continue avec ce journal en quelque sorte que ce personnage enregistre. Il parle dans sa voiture. Tout ce que vous entendez, en fait, il le dit dans son téléphone portable entre le trajet qui le mène de la bibliothèque à chez lui ou de chez lui jusqu'à la bibliothèque. Voilà. Alors, 5 février. Tout à l'heure, en arrivant près de la voiture, il y avait à terre, sur une des plates-bandes qui enjolivent le parking, une perruche bleue. J'ai pu la prendre dans la main, sans force, au-delà de la peur. La perruche n'a rien tenté, n'a même pas essayé de s'envoler. Elle respirait mal, avec lenteur. Son corps se calfeutrait au creux de ma paume. Elle ouvrait le bec par à-coups et piaillait de temps à autre, tout doucement. Elle avait dû quitter sa cage ce matin, à moins qu'elle n'eût réussi l'exploit de passer une nuit, malgré le froid, sans se faire dévorer par un chat ou un autre oiseau. De toute façon, à moins d'un miracle, la perruche bleue n'en a plus pour longtemps. J'ai déplié mes doigts comme pour l'inciter à s'en aller. Elle ne bougeait pas. Résignée, elle se recroquevillait sur elle-même, s'en remettait à moi, son maître et son Dieu. Un oiseau qui refuse de voler est une sorte d'offense. Un oiseau sert à créer du mouvement et à rien d'autre. J'ai reposé la perruche bleue où je l'avais trouvée. Il existe de la gelée fortifiante pour oiseaux. La perruche bleue s'en serait régalée, un ultime repas avant de rencontrer son prédateur. Je connais l'existence de la gelée fortifiante, parce qu'à la maison, nous avons eu des perruches. 4 exactement. 2 mâles et 2 femelles.
Je ne suis plus certain des noms que les enfants leur avaient donnés. Jojo, Fric-Frac, me semble-t-il, Toupie peut-être, et un autre truc de gosse pour la quatrième, Fifi ou Bibi. Si Grégoire s'est vite désintéressé des perruches, préférant de loin les jeux vidéo et les équations, Gustave pouvait rester un temps considérable à les observer. Il tournait autour de la cage, prenait des photos, les dessinait, collectionnait leurs plumes, les apprivoisait avec une patience de bijoutier. Lui seul réussissait à les caresser sur le dos, sur le ventre, sur la poitrine, à les faire se tenir sur son doigt, à les prendre dans sa main sans qu'elle ne s'effraie ou ne le pince. Gustave leur parlait avec sa voix douce de petit garçon qui convenait à merveille aux oiseaux. Il avait même réussi à ce que la perruche verte vienne se poser sur sa main, remonte son bras, passe sur son épaule, puis derrière la nuque, s'arrête une minute ou deux sur l'autre épaule avant de retourner sur sa main. Il ne tirait aucun orgueil de ses talents. Cela lui paraissait normal, naturel. On s'amusait de ses qualités de dompteur. On lui disait qu'il pourrait bientôt essayer avec les tigres ou les éléphants. Sa mère le surnommait Saint-François, tout en lui montrant des images du bonhomme en train de sermonner les oiseaux dans les environs d'Assise. Aucune plaisanterie n'aurait pu ébranler la passion de Gustave. Moi, les quelques fois où je me suis approché de la cage pour parler aux perruches, pour leur gratter le ventre, pour les nourrir d'un bout de pomme ou d'un peu de salade, les 4 bestioles se sont mises à voler en tous sens, hystériques et affolées. J'aurais peut-être pu conserver longtemps les perruches s'il n'y avait eu leur piaillement. Au début, cela ne me gênait pas, mais au fil des semaines, la répétition de ces cris aigus m'irritait. Même la nuit, alors que le silence était absolu, il me semblait les entendre encore. J'évitais d'approcher la cage, j'exigeais qu'on la mette dehors chaque fois que cela était possible. Gustave me tenait tête, affirmait que les perruches pouvaient prendre froid, mourir même. J'ai développé une haine grandissante envers les 4 oiseaux. Je ne pouvais les regarder sans répulsion et surtout sans l'envie de les étouffer, de les broyer d'un serrement de main, curieux du bruit que feraient les squelettes en se brisant dans ma paume. Je dissimulais mon dégoût. L'intérêt que Gustave portait aux perruches ne diminuait pas. Lui parler de s'en débarrasser aurait provoqué une crise insurmontable. Un dimanche, alors que ma femme était partie pour une promenade à vélo avec les 2 garçons, j'ai su attirer un chat du voisinage avant de lui arracher quelques touffes de poils. Ensuite, j'ai ouvert la cage. Les perruches sont parties en direction du lac, inconscientes de ce qui les attendait. Le silence de la maison a aussitôt ressuscité. J'ai apprécié l'instant, les yeux fermés, ravi du départ des intrus. L'affaire principale réglée, restait encore la petite mise en scène qui n'allait pas me demander beaucoup d'imagination. La cage renversée, une mangeoire cassée, des poils de chat répandus à gauche et à droite, et le tour était joué. Quand les enfants sont revenus, j'ai pris la mine la plus contrite que j'ai pu. J'ai expliqué ce qui s'était produit, que ma descente des escaliers à toute allure n'avait pas suffi. Un chat, cet animal sinistre, s'était introduit chez nous, avait fait tomber la cage, 2 mangeoires s'étaient cassées, et les oiseaux, totalement paniqués, s'étaient envolés par la fenêtre. Personne ne suspectait la supercherie. Gustave n'a pas pleuré, comme je m'y attendais. Il a remis la cage en ordre, il l'a ouverte, et il a dit qu'avec de la chance, les oiseaux reviendraient. Il a ensuite rédigé une dizaine de messages, s'appliquant à écrire lisiblement, où il décrivait avec soin ses perruches. Au cas où l'une d'entre elles irait se poser sur le rebord d'une fenêtre, a-t-il dit. Au milieu du papier, il avait noté son numéro de téléphone en rouge et bien en vue. Avec Grégoire, il avait collé les papiers dans les environs. Le soir, il a voulu aller regarder au pied des arbres parce qu'il savait qu'avec la faim, les perruches devraient prendre le risque de chercher de la nourriture sur le sol. Je l'encourageais dans sa démarche, tout en l'avertissant que si les chances de revoir les perruches existaient, elles n'étaient pas grandes. Gustave n'écoutait pas, il agissait, en vain. Il y a eu quelques jours difficiles à la maison. Gustave sentait ses espoirs s'amenuiser. Des camarades de classe lui avaient confirmé que les perruches ne pouvaient résister plus de 2 nuits dans la nature. Plusieurs crises de larmes ont secoué son corps d'enfant. Il regardait ses dessins, ses photographies. Il jetait constamment un œil à la cage restée dehors, au cas où le miracle se serait produit. À certains moments, je l'aurais presque souhaité, pour regarder la joie revenue sur le visage de Gustave. Et puis, il n'y a plus d'espoir du tout. Il a fallu se faire une raison.
Je n'étais pas fier de moi, mais qui peut sérieusement l'être? J'aime répéter une phrase de mon petit panthéon privé: traiter chaque homme selon son dû, qui échappera au fouet? Ni moi, ni qui que ce soit. Quelques semaines plus tard, la demande n'a pas tardé. Je m'y attendais. Gustave voulait d'autres perruches. J'ai pris mon fils sur mes genoux, d'une voix douce mais ferme. Je lui ai expliqué que tout être vivant était irremplaçable, qu'il valait mieux vivre avec le souvenir des oiseaux plutôt que d'en choisir d'autres, que cela ressemblerait à une forme de trahison envers les perruches, que de ces souvenirs il ne serait jamais déçu, que cela n'était pas facile à comprendre, mais qu'il devait me croire. Gustave écoutait. Il a dit « D'accord, papa ». Tout à l'heure, quand j'ai fait démarrer la voiture, la perruche bleue n'avait pas bougé. Demain matin, à la même place, il y aura son cadavre. Si j'en ai le besoin et le temps, je prendrai la peine de l'enterrer. Alors ce brave homme, il est aussi hanté, parfois la nuit, par des cauchemars qui l'assaillent quand il y a un peu retour du refoulé ou que sais-je, après coup. Et donc là, je vais vous lire un de ses rêves qu'il enregistre aussi, un de ses cauchemars un peu plus long que les autres cauchemars. 7 mars. Cette nuit, je me suis réveillé à 4 h du matin. J'ai cru que j'étais couvert de merde. J'ai reniflé. Ma femme dormait de son bon sommeil, la bouche entrouverte. Une grosse lune baveuse maculait le ciel. Il a fallu que j'aille à la cuisine. Mon corps, pris de secousses, j'essayais de le mettre en marche, de lui rendre son équilibre. Pour ne pas tomber, je devais me tenir au mur du couloir. La cuisine m'apparaissait comme un lieu lointain. Chaque pas prenait l'éternité. Ses jambes chancelantes et ses bras crispés m'étaient insupportables. Le couloir sentait le cercueil. Je devais atteindre la cuisine, de cela j'étais sûr, je ne savais que cela. J'aurais voulu crier, mais j'avais trop conscience de la situation. Surtout, n'alerter personne, trouver le souffle. En fin de compte, j'y suis arrivé. Pieds nus, les yeux ouverts ou les yeux fermés, je me suis mis à tourner autour de la table, sans raison, dans un sens, puis dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et c'est quand j'ai heurté le frigidaire que l'idée m'est revenue. J'ai bu du lait, beaucoup de lait, à même le berlingot, 1 litre. Le goût du lait me rendait un peu d'assurance. C'est pour cela que j'avais voulu venir à la cuisine. En continuant de boire du lait, je me suis assis sur une chaise et j'ai attendu que le jour se lève. J'ai en horreur ce genre de situation qui rend tout absurde, qui dissolvent le monde, intelligible, et le remplace par une fantasmagorie odieuse. Les cauchemars crachent leur spectre. Personne ne peut les contrôler. Ils possèdent la nuit, amoindrissent les hommes, même les plus coriaces. Combien de batailles et d'actions intrépides n'ont jamais vu le jour, ont été faussées à cause d'un mauvais rêve. Les grands hommes gardent le silence sur ce qui hante leur sommeil. Cette nuit, j'ai cru que ma tête allait éclater. On voudrait que certaines paroles ne laissent en nous aucune trace. On s'en convainc. Et puis non, il n'en est rien. Les paroles agissent, prennent le dessus. Retrouver la paix malgré tout. Il faut maintenant que je raconte le rêve. C'est dans la grange du grand-père d'un camarade de classe. Il a insisté pour que je l'accompagne, joue avec lui. Je dois avoir 12 ou 13 ans. On se roule dans le foin, on saute sur les bottes de paille entassées comme des pyramides, on se poursuit, on se bagarre pour rire, on escalade des montagnes de paille, on fait tomber les bottes du sommet, on court dans la grange en criant des codes secrets qui concurrencent les meuglements des vaches restées à l'étable. Jusque-là, tout va bien. Une obscurité fraîche lessive le décor. En un mouvement, je me retrouve seul. Mon camarade a disparu. J'appelle, je cherche, je repasse par tous les lieux où nous sommes passés, mais je ne reconnais rien. Je sors de la grange, je contourne le tas de fumier, j'entends l'avertissement du grand-père en début de journée. Froncement de sourcils, voix grave et autoritaire comme il se doit. Vous ne vous approchez sous aucun prétexte de la fosse à purin. Je m'en approche, je m'agenouille, je me penche par-dessus la fosse comme par-dessus l'eau d'une mare ou celle d'un petit lac. Il n'y a qu'un trou noir et nul reflet. Je me penche encore et je tombe dans la fosse. J'ai du purin jusqu'aux épaules. Je ne peux ni bouger ni parler, mais dans ce qu'il y a de liquide à la surface, je vois mon visage, comme dans un miroir. Je n'ai pas l'air particulièrement apeuré. Au-dessus de moi, j'aperçois mon camarade. Il me regarde et me dit, d'une voix douce, comme s'il avait quelque chose à me confier, « Pauvre type », et il s'en va.
J'essaie de sortir, de parler, mais c'est impossible. Je suis emprisonné et bâillonné. Peu après le départ de mon camarade, défile toute ma classe. Les filles et les garçons, mon institutrice, le prof de gym, celui de musique. Et à tour de rôle, d'une voix attendrie mais nette, chacun me dit « pauvre type ». Je secoue la tête pour ne plus les entendre, peut-être aussi pour essayer de me réveiller. Je remue mes lèvres, en vain. Pas une parole ne sort. Les sons bloqués dans ma gorge m'étranglent. Et les visions continuent. Dans l'eau brunâtre, je vois que j'ai grandi. Je suis maintenant un jeune homme. Et ce sont des camarades d'études qui viennent me regarder dans la fosse. Je les reconnais. Ils sont venus pour m'adresser la même et unique parole. Pauvre type. Ils disent cela sans arrogance et sans dégoût. Avant de repartir calmement, chacun a ses affaires, le travail, la famille, les convoitises, les restes d'ambition, les petites contrariétés. Je suis enlisé dans la fosse, les bras collés au corps. Du temps passe et le défilé reprend. Mes sœurs, mes parents, des gens croisés ici ou là, mes collègues de travail, Maurice, la caissière de la cafétéria, le directeur de la grande bibliothèque, Yanis et même Bernard, tous lâchent la même parole sur ce même ton apaisé qui voudrait que je me prenne en horreur. J'ai maintenant choisi mon parti. Toute souffrance, je le sais trop bien, possède sa volupté. Je méprise mes bourreaux. Je décide que rien ne m'abattra. Je suis blindé. Personne n'obtiendra rien de moi. Et s'il faut boire le calice jusqu'à la lie, de la lie je ferai un nectar. Je vivrai dans ma fosse comme un grand seigneur. J'en délimiterai les contours et j'en ferai un royaume. À chaque nouvel arrivant, j'offre un sourire aristocratique. À leur tour, ma femme et Grégoire viennent me trouver, sans émotion particulière. Eux aussi disent la parole maudite. Grégoire me quitte d'un salut martial et d'un claquement de bottes. Il s'en va déjà, je reste seul avec ma femme. Je remarque qu'elle a chaussé des hauts talons et une blouse jaune qui laisse deviner ses seins. Elle a une jupe assez courte. Et comme je suis sous elle, je vois qu'elle a mis des bas nylon, tandis que je la regarde, surpris et presque honteux. De ses mains gantées, elle caresse ses cuisses avec lenteur, à ma seule intention. La vase puante et opaque où je suis cache ce qui escalade mon ventre. Ma femme est changée, rajeunie. Elle a un collier de perles multicolores que je ne connais pas. Elle a un teint éblouissant. Il me semble voir cette femme pour la première fois. Je respire le parfum chic qu'elle s'est acheté et dont elle s'est couverte en prévision de la visite. Elle aussi va partir, je n'ai aucun moyen de lui dire de rester. Je fais non de la tête, mais elle a les yeux au ciel pour me dire au revoir, de ses lèvres peintes avec un rouge plein d'arrogance. Elle embrasse passionnellement l'air, elle m'abandonne sans une parole. Qu'elle s'en aille, qu'elle foute le camp. Si je le pouvais, je laisserais des marques épaisses sur ses habits, je la souillerais de jus et de salive, elle comme les autres. Leur parade m'insulte, je n'ai pas plus d'affection pour eux qu'ils ne l'ont pour moi. Puisqu'il le faut, je demeurerai là, jusqu'à mon dernier souffle. Je serai mon accommodé, qu'on me laisse en paix dans mon empire. Seul Gustave n'est pas encore arrivé jusqu'au bord de la fosse à Purin. Où est-il? À la chasse aux grillons, aux coléoptères, en train d'apprendre le langage des oiseaux? S'est-il envolé pour un pays lointain, ou perdu en route? Je lève les yeux et je l'aperçois. Il me sourit, il n'a pas le visage lisse des autres. Il me demande comment ça va, il tord sa bouche, grimace un peu, il dit que je lui manque. J'essaie de décoller mes bras, de sortir mes mains, je voudrais le toucher, l'embrasser à pleine bouche. Il me dit de ne pas bouger, que cela pourrait être dangereux. Lui aussi doit dire la parole, c'est pour cela qu'il est venu ici, il en a reçu l'ordre, mais il n'y arrive pas. Je vois ses lèvres qui remuent, qui essaient de former un P, il est au bord des larmes, son regard erre au loin, il se balance d'un pied sur l'autre, c'est trop difficile, je ne veux pas qu'il le dise et lui non plus ne veut pas le dire, c'est le moment d'agir, de m'extraire de ce bouge, de tenter l'impossible. Je bande tous mes muscles, je parviens à sortir la main droite et à saisir le bord de la fosse, je parviens à sortir la main gauche, je me hisse en me râpant les bras et la poitrine, mes jambes pèsent des tonnes, me tirent vers le bas, je retiens des cris de douleur, je n'ai pas assez de force pour y arriver, je vais retomber, je cherche Gustave des yeux, il me regarde avec la tendresse de celui qui a déjà pardonné, qui pardonnerait même ce qu'il ignore, je lâche le bord et je disparais dans la fosse. C'est long parce qu'il n'y a pas de point. 5 avril. Pour son départ dans 3 jours à la retraite, un collègue a organisé l'habituel apéritif où tout employé est le bienvenu. J'y suis allé quelques minutes. Bernard y était aussi. Montrer de bonnes intentions de temps à autre ne coûte presque rien. Je regardais les bibliothécaires, les documentalistes, les archivistes, les secrétaires, les apprentis.
autant de balbutieurs en nouveautés romanesques qui piétinaient le sol et palpitaient d'aise en étalant leurs pensées. Chacun se perdait entre chips, anecdotes, lectures fraîches et vins blancs déjà tièdes. J'ai dit à Bernard qu'aujourd'hui ce n'était pas l'élitisme pour tous, mais le crétinisme pour chacun. On a continué nos plaisanteries. Le collègue sur le départ se faisait tripoter de partout, une petite lèche par-ci, une petite accolade par-là. On le réconfortait, on lui assurait qu'il était quelqu'un, qu'il continuerait d'avoir une existence à lui, qu'il pourrait mener sa vie propre. Je lui ai adressé mon petit message de consolation avant de m'éclipser, sans haut-parleur et par la porte de derrière. Si plus d'une fois, consterné par tout ce que je déplore et honni à la grande bibliothèque, j'ai juré de ne plus y remettre les pieds, j'ai toujours su que c'est ici et nulle part ailleurs que je passerai ma vie. Ce n'est pas encore pour demain, mais quand il faudra laisser entre les pattes d'un plus jeune les obligations et les tracas qui incombent aux responsables du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque, j'envisage de mener la vie la plus adéquate pour prolonger mon passage sur Terre. Pour cette nouvelle bataille à mener, je serai prêt, aguerri, plein de vigueur et en bonne santé. Je ne doute pas qu'on réussisse à écarter les catastrophes. Je m'y emploierai. Tout le temps que j'aurai à ma disposition, mon énergie, ma sève, mes capacités, mes talents, je les utiliserai pour m'entretenir, prendre de moi le plus grand soin. Il importe de repousser la maladie, de ne pas se laisser ronger par elle, éviter au mieux que le corps ne ternisse, que les organes ne s'amoindrissent, que les tissus ne se dégradent, et s'il faut pour cela avaler à heure fixe des gélules de longue vie, des pilules plus ou moins miraculeuses qui ont fait leur preuve, alors j'avalerai. Je me ferai le tapis de course le plus performant que demain aura produit. Je mangerai des produits sains, labellisés. Je limiterai ma consommation de cigarettes à 2 par jour, ma consommation de vin à un verre chaque soir. Je contrôlerai régulièrement ma tension. Je prendrai tous les remèdes préventifs conseillés par le monde médical. Je fortifierai mes muscles, je soignerai mes articulations, je préserverai mes cartilages, je fouetterai mon cœur, je m'épanouirai dans l'effort dosé, je refuserai l'incurie, je vaincrai la décrépitude. À la moindre alerte, au premier souffle court, je gémirai, je me plaindrai sans relâche, je talonnerai ma femme, je monopoliserai son attention, j'imposerai mes crises, un peu comme tous les hommes, à partir d'un certain âge, j'imposerai mes crises, je consulterai les meilleurs spécialistes, j'hériterai leur patience, et quand ils m'auront rassuré, grâce aux résultats de toutes les analyses existantes, j'inviterai Gustave et Grégoire au restaurant, avec leur famille, s'ils en ont une, et à tous, je montrerai mon corps sans rater et mon élocution claire. Ma mort, je vais triompher d'elle, aussi longtemps que possible. Cette perspective en vaut bien d'autres. Elle me va, me tranquillise. Cesser d'être celui qu'on est, quoi de plus difficile? Bien sûr que cet égoïsme me désole, m'affecte. Les occasions de me le reprocher ne manquent pas. Très souvent, je me fustige, même devant les miens, même en présence de collègues. Je montre aux autres que c'est d'abord avec moi que je suis le plus dur. Mais, depuis longtemps, de la volupté de me châtier, moi et mes travers, je sais en jouir, mieux que tout. Voilà, alors, il nous reste un peu de temps, pas beaucoup, mais si peut-être je m'arrête, et puis je réponds à vos questions si vous voulez en poser, ou si vous voulez faire des remarques, ou si vous avez des choses à dire, et puis autrement je le dis. C'est pas une obligation, hein, mais je le fais volontiers. Juste parce que Madame Evroux tout à l'heure, tous mes livres ne sont pas comme ça. Hein, et puis c'est vrai que ce personnage, curieusement, il est né en fait après l'écriture du livre qui précède celui-ci, qui s'appelle Deux sœurs. Et Deux sœurs, c'est un livre qui met en scène 2 jeunes filles, 2 adolescentes qui vivent seules dans une grande maison et puis qui sont dans une sorte de, de célébration de la vie, dans une liberté très grande, dans un jeu perpétuel. C'est quelque chose de, j'espère, de très solaire comme ça, et d'assez jouissif, voilà, avec une langue qui accompagne tout ça, j'espère. Et puis ici, c'était pour moi l'espèce de contre-coup, c'est-à-dire avec un personnage qui est centré que sur lui, qui dirige une bibliothèque, qui lit énormément de bouquins, mais qui n'a encore pas compris, malgré sa position, ce que la lecture offre, c'est-à-dire la possibilité de décentrement, c'est la possibilité d'entrer dans le monde des autres, Et lui,
comme les très jeunes lecteurs ou les adolescents qui cherchent dans le livre exclusivement ce qui fait écho à ce qu'ils sont. Mais lui n'a pas passé ce stade, hein, donc il en est vraiment resté là. Et voilà, quoi. Donc c'était vraiment une espèce d'autre face, quoi, par rapport à deux sœurs. Mais voilà, le personnage a quand même suscité pas mal de réactions, quoi. Il a un nom? Non, on ne connaît pas. On connaît le nom de ses amis, de ses enfants, mais lui, en fait, on ne connaît pas. Comme il s'enregistre, en fait, je me suis posé la question, mais il n'y a pas tellement de raisons qu'il dise il n'y a pas tellement de raisons qu'on dise son nom, hein, quand on parle. Donc, il ne le dit pas. Et c'est marrant, après c'est aussi le moment de la lecture où on dit des choses comme ça. Vous venez de dire qu'il est un peu comme tous les hommes à un certain âge. Et du coup, est-ce que votre anti-héros là, pour vous, est-ce qu'il est répandu? Est-ce qu'on croise Non, mais je sais ça, il est un peu. En tout cas, je pense qu'il est peut-être. Si je vois la génération de mon père, c'est peut-être. Voilà. Je fréquente un certain nombre d'hommes qui ont l'âge de mon père. Et puis, je dis pas que mon père n'est pas du tout comme ça, hein, mais c'est pas ça. Mais sur la chose en question, c'est-à-dire d'être très autocentré quand même sur sa santé, sur ce. Voilà, le quant à soi, enfin ces choses-là. Oui, alors là, peut-être. Mais maintenant, ce personnage, on n'a pas toutes ces facettes, hein, qui sont apparues dans la lecture que j'ai pu faire, mais. Alors c'est clair, je pousse un peu le trait, hein, mais moi je pense que ça a beaucoup à voir avec des gens qu'on peut croiser, ou en tout cas des parties, ou en tout cas aussi avec des choses qu'on a en soi. Moi, il y a des choses que ce personnage a, que j'ai aussi, contre lesquelles je lutte. Voilà, ce personnage, pour moi, il m'est utile parce que j'ai pas envie de lui ressembler. Mais en même temps, on est aussi sous la menace d'un certain nombre de choses, de comportements. Voilà, voilà, c'est un personnage qui fait preuve de beaucoup de lâcheté, quoi. Alors on fait tous preuve de lâcheté, mais lui il reconstruit tout le temps la réalité aussi pour un peu s'excuser tout en étant lucide que c'est pas tout à fait ça, en même temps ayant du plaisir à son vouloir. Donc voilà, je pense que c'est des mécanismes qu'on peut observer. Hein. Mais, dans le bouquin, à la fin, ou peut-être au début, vous expliquez pourquoi? Pourquoi il est comme ça? Ouais. Pourquoi il est devenu ce qu'il est? Oui. Non. Non. Non, il n'y a pas d'explication sur pourquoi il est. Voilà. Il est comme ça. Il y a peut-être à un moment donné une explication quand même. Oui, il y en a peut-être une. J'y pense maintenant. Hein, c'était patiemment. À un moment donné, il fait la confession qu'il aurait voulu écrire. Et qu'en fait, il s'est rendu compte que ce qu'il allait faire n'aurait pas d'intérêt. Donc, il se rend compte que, par contre, il peut être un juge cassant sur les textes des autres. Il a beaucoup de plaisir à casser la création des autres. Donc ça, ouais. Mais peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, il y a peut-être une explication ici, quoi, une forme de frustration, mais en même temps, je pense que c'est plus compliqué. Et puis, il a aussi, elles apparaissent deux fois, il a deux sœurs. Ce personnage qui vont il va quand même y avoir du changement, hein. Il va faire un rêve heureux à un moment donné, et ce rêve heureux, en fait, il y a ces deux sœurs qui ne sont pas exactement les deux sœurs du livre d'avant, mais qui sont très proches et qui l'emmènent un peu à un moment donné dans un monde un peu différent, quoi. Et qui est un peu dans le monde du langage, comment dire ça, poétique, ça fait un peu bête, quoi, mais tout à coup, qui l'emmène vers un langage amoureux. Voilà, qui lui montre qu'est-ce que c'est que d'avoir un rapport amoureux à la langue. Parce que lui, il n'a pas un langage amoureux à la langue. Même s'il sait parler, hein. Enfin, si je peux dire. Vous n'auriez pas le temps de nous lire un petit bout de cette dernière-là, parce que je suis en train de me dire, au fond, vous parlez d'un livre précédent où les protagonistes ne sont que lumière. Là, on dirait qu'il n'est que obscurité, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est le mouvement de l'un vers l'autre.
Oui, c'est ça, mais enfin, quand je dis que, c'est pas que, il n'est pas que, même s'il est beaucoup, les deux sœurs, elles ne sont pas que non plus, hein, mais ils ont marqué quand même par ça. Donc vous verriez un passage où on le voit un peu plus... ouais. Juste un passage où on sent que le mouvement de l'un à l'autre est possible. Il pourrait se passer quelque chose. Hein. Ouais. Vous pouvez lire, vraiment. Et on saura. Ouais. Juste, il y a peut-être... Ouais, peut-être, voilà, un petit... C'est très court, donc ça va bien, quoi. 26 mai, on va revenir à son fils, qui était le jeune fils, le fils cadet, qui est le seul personnage un peu aussi lumineux. Il y en a un autre, Yanis, quoi. À peine avais-je franchi le seuil de la maison que Gustave m'a tiré par la manche. Il voulait que je le suive au milieu du salon. Il m'a dit de rester immobile, de fermer les yeux et d'écouter. Tu entends quelque chose ? Il y avait dans sa voix de l'enthousiasme et un peu de peur. Écoute mieux. À part quelques petits bruits domestiques que j'ai énumérés avec amusement, je n'entendais rien d'inhabituel. Gustave a repris. Papa, tu ne dois pas te fâcher, tu dois me faire confiance. Ouvre les yeux et regarde derrière le canapé. J'ai regardé. La cage des perruches était là, avec à l'intérieur 2 oiseaux roses plutôt grands qui ne bougeaient pas. Ce sont des perruches de Bourg, clamait Gustave. J'ai eu de la peine à les trouver, je les ai payés moi-même. Ce sont les oiseaux les plus silencieux que l'on puisse imaginer. En discutant avec maman, elle m'a dit que tu ne verrais pas d'un bon œil que je reprenne des oiseaux, que tu avais besoin de calme, qu'elle te connaissait. Alors j'ai cherché non pas une solution, mais la solution. Confiant, Gustave attendait que je réagisse. Ma femme se tenait à côté de notre fils, fière de lui. Gustave est peut-être l'enfant que j'aurais voulu être. Je me suis approché des 2 nouvelles perruches de Bourg, a précisé une nouvelle fois Gustave. J'ai ouvert la grille et j'ai passé une main dans la cage. J'ai pu caresser les 2 perruches sans qu'elles ne piaillent. Toi aussi, tu pourras les apprivoiser. Tu vois, papa, il y a toujours une solution. C'est ma devise. Je l'ai inscrite dans mon agenda scolaire. Quand on trouve des belles phrases, il ne faut pas les oublier. C'est toi qui l'as dit. J'ai dévisagé mon fils. Que sait-on des êtres qui nous entourent ? Un peu mieux, là.